Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale avec notre partenaire lecteur.com et la Fondation Orange, puisque nous avons la joie de recevoir Paul Saint-Brice, le lauréat 2023 du prix Orange du livre. Bonsoir Paul. Bonsoir Nathalie. Et félicitations. Merci, merci. Alors vous étiez venu défendre votre roman, le voilà, L'allègement des vernis, paru aux éditions Philippe Ray, qui était sorti en janvier dernier, justement, puisque je vais réexpliquer que le prix Orange du livre, qui était présidé une fois de plus par Jean-Christophe Ruffin, il avait 16 membres dans le jury, des libraires, des auteurs, des lecteurs issus de la communauté lecteur.com. Vous allez intégrer l'année prochaine en tant que lauréat le jury. Vous aurez cette lourde tâche. Vous allez voir les coulisses que vous n'avez pas vues cette année. Donc voilà, donc ça c'est merveilleux. Vous, ce qu'il y a de bien, c'est que le jury vous a présélectionné. Donc il avait présélectionné 5 titres en mai et vous avez été soumis au vote du public qui ont voté pour vous et vous avez reçu le prix le 14 juin dernier. Comment ça va depuis? Je sais qu'il y a eu d'autres prix. Ce livre est allé loin. Il y a 10 prix. Je vais montrer avec le bandeau et j'aimerais bien vous entendre sur votre ressenti justement d'avoir reçu ce prix Orange. Ah ben, le prix Orange, c'était un moment extraordinaire parce que la sélection était incroyable d'abord. Il n'y avait que des romans incroyables et ils étaient tous bons, tous intéressants, avec des, euh, des histoires passionnantes, profondes. Donc déjà, d'être dans cette sélection de finalistes, c'était génial. Et puis alors, après, vous savez, il y a toujours peut-être un facteur de chance aussi qui peut pourquoi un moment celui-ci plutôt qu'un autre. En tout cas, moi, je suis très reconnaissant de tout ce qui est arrivé à la Légion des Vernis. Je me souviens que le 11 janvier, la veille de sa sortie, le soir, en me couchant, je me suis dit, mais qui ça va intéresser cette histoire de Joconde? Qui, qui va, cette histoire de restauration de vernis enfin voilà, je pense que ça, c'est les arts des écrivains, des auteurs, en tout cas, de connaître le doute comme ça, de douter. Mais je suis tellement heureux que ce livre ait trouvé son lectorat et que les gens enfin, que les gens aient compris ce qui se jouait au-delà de l'histoire de l'histoire de l'art, en fait. On en parlera peut-être, mais parce que c'est évidemment un livre métaphorique et ça m'a fait très, très plaisir. Il est Voilà. très riche, votre roman. Il aborde plein de thématiques. Moi, pour la petite histoire, je suis rentrée par votre livre par le regard. Donc ce soir, il est question de regard aussi dans votre livre. Tout simplement, je vais vous le dire, quand vous m'avez fait une demande sur mon compte d'Instagram, c'est votre photo que j'ai vue en premier. Comme quoi, Ah, l'importance des images. Et je me suis dit, mais quel est ce jeune homme avec un appareil photo? J'ai ouvert, j'ai vu que vous étiez auteur. Et quand j'ai vu le titre aussi, puisque le titre a une importance, L'allègement des vernis, j'ai eu envie de lire votre livre et j'ai demandé votre livre. Comme quoi, ah, oui, du tout, voilà. l'image et le regard qu'on pose sur les images, comme on pose sur les œuvres d'art, ce que vous expliquez dans votre roman si mieux que moi, ça a une importance. Eh bien, c'est intéressant. Oui, oui, je pense que c'est intéressant. Je pense effectivement que c'est intéressant. Et c'est vraiment le regard dont il s'agit. Hein, c'est l'histoire d'un homme qui va essayer d'ouvrir son regard sur le monde. Et il a envie, mais il peut pas. Il est empêché pour différentes raisons. Et je vois, il y a Florence Flo Hérisson qui est là. Je vois qu'il y a des commentaires et qui dit quelque chose de très intéressant, que le regard est absent de la couverture. Alors déjà, j'embrasse Florence et tous les soutiens. Parce que j'ai eu, peut-être dire un mot pour ça, toutes les présences amies qui sont derrière l'écran. Euh, j'ai eu énormément de chance dans cette aventure, c'est que certains lecteurs et souvent des lectrices d'ailleurs se sont emparés du livre pour en parler autour d'elles et, euh, et évangéliser entre guillemets cette histoire de restauration. Et pour moi, ça a été extraordinaire parce que c'est arrivé assez vite et je me suis dit, ah oui, c'est possible en fait que ce livre soit compris pour ce qu'il est. Et ça a levé un peu les doutes que j'avais dont je parlais tout à l'heure. Oui, alors cette question du regard qui est absent sur la couverture, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est un paradoxe peut-être. Exprès donc qu'elle soit coupée, la Joconde. Oui, pour moi, j'aimais beaucoup cette couverture. Je dois dire que en fait, je l'ai choisi. Ça, c'est un peu une dérive professionnelle. Comme je suis directeur artistique, j'ai gardé un œil sur ça, mais on en a beaucoup parlé évidemment avec mon éditeur et ça. J'aimais que ce soit une vision fragmentée du tableau, qu'on se dise je connais cette peinture, évidemment on la reconnaît, mais en même temps qu'il y ait c'est aussi, ce ne sont pas les vraies couleurs de la Joconde, puisque dans le livre, eh bien il est question de restaurer les vernis de la Joconde qui se sont oxydés et qui la rendent jaune. Aujourd'hui, si vous voyez la Joconde, une photo de la Joconde,
elle est jaune, et les vernis qui la recouvrent font qu'elle est sombre et verte, en fait, hein, parce que le jaune du vernis plus le bleu du ciel fait un tableau qui est très vert et sombre. Et moi, je me suis permis de lui redonner un coup de jaune sur la couverture, voilà. Et, et donc, alors, et voilà, et j'aimais ce fragment, j'aimais aussi que le sourire nous emmène un peu jusqu'à la fin du roman, en fait, comme ça, qui nous disent quelque chose, qui nous invite en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous résumer très rapidement, vous l'avez évoqué, pour que tout le monde soit, ceux qui ne vous ont pas lu et qui auront peut-être envie d'avoir le livre entre les mains et de vous lire, l'histoire de l'allègement des vernis? Oui, alors l'histoire, c'est l'histoire d'Aurélien, qui est directeur du département des peintures au musée du Louvre. C'est un rôle important, hein, le directeur du département des peintures, et il a la charge des collections de peintures. Et c'est un homme, c'est un intellectuel et nostalgique, on peut dire ça de lui, et qui a été élevé avec un sens très aigu de l'esthétique. C'est-à-dire que pour lui, la beauté, c'est quelque chose d'important. Il est un peu malheureux dans le monde présent parce que bien souvent, la société contemporaine privilégie le rendement, l'efficacité et plein de choses plutôt que la beauté. Et il en souffre. Mais il a cette volonté, il aimerait comprendre le monde qui l'entoure. Il voit arriver à la tête du musée une nouvelle présidente. Et cette présidente, on peut dire, c'est une femme extrêmement pragmatique, dynamique, qui a de grandes qualités, une grande qualité pour comprendre les attentes des gens, pour saisir. En fait, elle vit vraiment avec ça. Elle est dans les attentes de l'époque. Et cette présidente, Daphné, s'entoure de cabinet de conseil et va lui imposer à notre personnage principal, à Aurélien, donc elle va lui imposer la restauration de la beauté. Et pour lui, évidemment, c'est terrible parce que d'une part, il pense que, d'après lui, la Joconde n'en a pas besoin. Il aime les œuvres avec la patine. Il pense que le temps a un effet bénéfique sur les choses. Et puis surtout, il voit que c'est énormément une source de complications et, pardonnez-moi les mots, mais d'emmerde. Et, et voilà, il n'a pas envie de le faire, mais on ne lui laisse pas tellement le choix. Il va se mettre à la recherche d'un restaurateur capable de restaurer, de supporter la pression, parce qu'évidemment, les enjeux sont immenses, et afin de s'attaquer au chef-d'œuvre. Voilà. Et en parallèle de cette histoire, donc ça, c'est c'est peut-être la trame principale, et à côté, c'est aussi l'histoire de Homero, qui est un agent d'entretien, qui est arrivé au Louvre un petit peu par hasard, complètement par hasard, qui a ceci de particulier peut-être dans sa biographie, c'est que il a perdu son père est parti très tôt et sa mère un peu plus tard, mais disons qu'on lui a pas transmis les connaissances académiques de l'art, en tout cas, de la peinture, de la sculpture, etc. Par contre, en revanche, quand il est devant ces œuvres-là, il éprouve une véritable attraction vers elles et qu'il exprime dans un ballet euh, incroyable au volant de son autolaveuse avec quand il est seul le soir dans la salle des statues du Louvre, quand le musée est désert, eh bien avec au volant de son autolaveuse, il danse avec les statues et il exprime tout son amour de l'art d'une manière extrêmement sensuelle, d'une manière voilà, avec un véritable élan du cœur. On peut dire un peu que c'est l'antithèse de mon personnage principal d'Aurélien, qui est lui très intellectuel. Et ces deux personnages finalement vont porter deux regards sur l'art, deux façons de voir. Est-ce qu'il faut voir les œuvres avec leur connaissance ou est-ce qu'on peut être attiré vers elles avec un véritable élan comme ça qu'on ne s'explique pas? Et évidemment, ces deux personnages vont se rejoindre à un moment. Est-ce qu'on pourrait dire que l'art du changement pourrait être un sous-titre de votre livre? Ah oui, complètement, c'est un très beau titre d'ailleurs. Oui, complètement, c'est exactement, en fait, c'est mon idée de départ, c'était de précipiter un conservateur dans la tornade du changement. Et parce que je trouve que c'est intéressant, parce que je trouve qu'on est dans une société qui change énormément. Et peut-être c'est le lot de toutes les époques, peut-être que je le vis comme ça, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là. Et que je trouve que c'est très intéressant de parler de ça, de questionner notre rapport au changement. Et voilà, qu'est-ce que c'est qu'être conservateur, qu'est-ce que c'est qu'être progressiste, qu'est-ce qu'il y a au milieu, parce qu'il y a beaucoup de choses au milieu. On est dans une société aussi qui est très polarisée, qui nous demande tout le temps de choisir. Et
en fait, ça c'est aussi une des grandes joies de ce livre, c'est toutes les rencontres, toutes les interactions que j'ai pu avoir avec des lecteurs. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au milieu, qui sur un point vont être progressistes, sur un autre sont plutôt conservateurs, ou, et, euh, et, et qui sont en tout cas, qui tergiversent. Voilà. Et c'est intéressant de décrire ça aussi. Et puis de se rendre compte aussi que, par exemple, quand on prend l'architecture, eh bien, par exemple, la pyramide de Paye qui se retrouve au milieu du Louvre, avant c'était un parking, il faut s'en souvenir. Et cette pyramide, au moment de sa construction, il y a eu des débats incroyables. Tout le monde était contre, une grande partie de la population était contre, et finalement, ça s'est imposé, et aujourd'hui, plus personne ne conteste cette pyramide. Donc, c'est intéressant aussi de voir à quel point, finalement, on s'accommode du changement. Et ce qui nous paraît être une montagne infranchissable, eh bien, parfois, on se surprend finalement à trouver, à s'en satisfaire et parfois même à l'aimer. Voilà. C'est bien parce que chaque lecteur peut se sentir proche de vos personnages. C'est-à-dire que ceux qui sont plutôt conservateurs des valeurs, où la beauté a une importance, seront proches d'Aurélien. Ceux qui seront justement dans la modernité, la possession de l'image, vont être côté Daphné, j'ai envie de dire. Ouais. Et les néophytes, qui voient avec leur cœur et avec leurs yeux complètement vierges, j'ai envie de dire, seront proches d'Homero. Donc ça, c'est très important. Et il y a aussi Gaetano. Alors bon, après, il faut être un peu artiste fantasque pour être proche de lui. Mais moi, j'ai envie de dire que est-ce que la question que vous posez à travers tout ce que vous avez écrit dans votre roman, ça ne serait pas l'art est-il un miroir? Oui, ça c'est vrai. Et je reviens juste sur ce que vous avez dit avant, c'est très très vrai et c'est très important pour moi. Je pense que le roman, c'est un exercice d'empathie. C'est un exercice d'empathie pour le lecteur, c'est un exercice d'empathie aussi pour l'auteur. C'est à ça que sert la littérature, à mon sens. C'est-à-dire que si il existe effectivement de la littérature engagée, etc. Mais moi, si j'ai besoin de lire de la littérature engagée, ce qui m'arrive parfois, eh bien, je vais la chercher dans des tribunes des journaux politiques qui ont un marqueur, voilà, ou dans des essais, etc. Ce que j'aime dans le roman, justement, c'est qu'il nous laisse, des ouvertures, voilà, et qui aussi légitime d'une certaine façon les choix des personnages. Clairement, Aurélien, il est absolument pas libéral. Il est conservateur, mais il réfute complètement cette idée de Startup Nation et de cette idée qu'il faudrait faire un maximum d'argent avec les œuvres du musée. Daphné, elle, est libérale, mais on va comprendre à un moment pourquoi elle fait tout ça. Et si en fait, elle poursuit un but d'universaliste. En fait, elle veut ouvrir le musée à tous les vents du monde. Elle croit pas tellement à la connaissance, elle croit à l'expérience. C'était intéressant de me mettre dans sa peau aussi à elle. De même, Homero, c'est intéressant aussi. Donc, voilà, je trouve que c'est bien d'ouvrir. Je pense que c'est peut-être, enfin, à mon sens, c'est le rôle que le livre doit avoir, c'est de poser des questions et nous interroger nous-mêmes. Et surtout, ils sont tous en cascade parce que Gaetano, il est le contrepoint ou le contraire d'Aurélien. Daphné, elle est le contraire d'Aurélien. Oui, Et Homero, il est un peu le contraire des trois, quelque oui, part. aussi, tout à fait. Tout s'imbrique. Mais bon, il est beaucoup question d'art, beaucoup de questions de la Joconde. Oui, alors vous m'avez parlé de miroir, oui. Oui, je vais vous laisser répondre. Il y a aussi dans ce livre, quand même, qui traverse, surtout, il n'y a pas que l'art, il y a pour moi le temps qui passe, le temps qui fait évoluer les choses, et surtout la nostalgie. Mais je vais vous laisser répondre au miroir, sinon on va oublier, et ça, c'est très important, je crois. Non, mais c'est une très bonne remarque, le miroir. J'ai juste en fait, quand on va, par exemple, dans les musées, on se dit, on va voir des œuvres du passé. Moi, je crois que toutes ces œuvres du passé, en fait, elles nous tendent un miroir sur notre société contemporaine. Et que quand on va dans les musées, on se dit, tiens, c'est marrant, c'est vraiment quelque chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Ou les musées, en fait, ils servent aussi à questionner notre société contemporaine. Le rôle par exemple, les minorités sont énormément questionnées dans les représentations aujourd'hui. Les femmes, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui s'insurgent, disons qu'il y a beaucoup de scènes de viol dans les musées. C'est très intéressant ce que ça dit sur notre société. Donc, c'est aussi un miroir du temps contemporain. C'est pas seulement une ouverture vers le passé, mais c'est aussi un miroir de l'époque. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour un truc que j'ai trouvé très passionnant. C'est une femme qui m'a dit que quand elle allait dans les musées, quand elle voyait un portrait, elle voyait en miroir le peintre qui avait peint le portrait. Parce qu'elle était dans la même position. Si vous vous mettez dans la Joconde, en fait, vous êtes
dans la position de Léonard peignant la Joconde. Je trouvais ça très beau. Mais alors, vous avez choisi la Joconde. Est-ce que c'est parce que c'est le tableau le plus célèbre et au final le moins regardé, hein, puisque c'est ça, les gens passent devant, ils prennent une photo puis ils s'en vont. Il y en a très peu qui, alors déjà, elle est loin de nous maintenant. Avant, elle était plus proche, maintenant elle est loin de nous. Pourquoi le choix de la Joconde? Est-ce que ce livre aurait été possible si vous aviez choisi une autre œuvre et un autre musée? Alors, j'aurais aimé, je crois, choisir. En tout cas, j'y suis allé un peu à reculons avec la Joconde. Je me disais, trop commercial. Il y a trop de livres sur la Joconde. On la voit trop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que deux choses. D'abord, comme je vous ai dit, je voulais parler du changement. Et quoi de plus immuable, intouchable que la Joconde? Ouais. Vous voyez, si j'avais pris un autre tableau, les enjeux n'auraient pas été les mêmes, en fait. Même Delacroix, là, il y a un très beau Delacroix qui vient d'être restauré au Louvre, la mort de Sardanapale. Personne s'est indigné qu'on restaure un Delacroix. La Joconde, je pense qu'il y aurait vraiment un questionnement public sur cette question. Donc, les enjeux étaient plus forts. Et puis, surtout, la Joconde a un véritable besoin de restauration. Si vous vous mettez en face d'elle, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, elle est vraiment jaune. Et donc, il y avait, comment dire, un point de départ tout à fait réaliste à l'intrigue. Est-ce que vous avez vu que dernièrement, j'ai vu ça passer, je crois, la semaine dernière, qu'il y a un secret qui a été révélé sur la Joconde, comme quoi Léonard de Vinci aurait utilisé de l'oxyde de plomb pour peindre ses tableaux. Vous l'avez vu ça ou pas? Oui, j'ai vu. Je vais vous dire mon sentiment. Il y a souvent des découvertes comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi il ne parle pas plutôt de la restauration, de son besoin de restauration? Voilà, je pense qu'il y a c'est une question plus intéressante, mais je suis un petit peu, comment dire, je suis un peu partisan, évidemment. Alors, vous, à travers la restauration, vous abordez un sujet qui est assez intéressant. Donc, le restaurateur est-il un artiste ou un technicien? Parce que ça aussi, c'est important. Parce que Gaetano, lui, se voit plus artiste que technicien. Normalement, un restaurateur, il est là pour donc, alléger les vernis, c'est-à-dire enlever les couches de vernis pour qu'on... Vous allez l'expliquer mieux que moi, je pense, mais ça, c'est intéressant aussi, ce prisme-là du restaurateur qui devient artiste et qui finalement, on ne raconte pas ce qui va se passer, mais ça, c'était important pour vous d'utiliser ce... Ah oui, parce que je pense que dès lors qu'il y a un geste sensible, il y a un geste artistique, en fait. Ce qui était incroyable, c'est qu'en faisant mes recherches, évidemment, c'était surtout j'ai commencé à chercher sur Internet, puis je trouvais rien, puis j'ai commencé à me procurer des livres un peu rares comme ça sur la restauration, et puis à un moment, je tombe sur le personnage de Robert Picot, et surtout, je vois une photo extraordinaire, qui est une photo du revers d'une toile qu'il a restaurée. Et c'est une toile qu'on pensait à l'époque être de Raphaël. Et il a écrit de sa main, on voit, avec une écriture un peu scolaire comme ça, il a écrit italique, il a écrit « Peint par Raphaël d'Urbain, restauré par Robert Picot de Paris, artiste ». Et je me suis dit, incroyable, ce restaurateur du XVIIIe siècle, pour lui, il se prenait pour un artiste. Et bon, ça m'a vraiment donné les bases pour mon personnage de Gaetano, c'est-à-dire cette vision. C'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Si vous voulez, la Joconde, c'est quand même pas un grand tableau. Une restauration, ça peut durer 6 mois, 1 an. Qu'est-ce qui se passe dans le temps de cette confrontation? Vous voyez, presque à échelle, entre le restaurateur et puis finalement le maître, le grand maître. Est-ce qu'à un moment, il n'y en a pas un qui s'imagine être l'égal de l'autre? Bah justement, à qui appartient finalement l'œuvre? Et qui est responsable de l'œuvre? Est-ce que c'est l'artiste qui l'a peint à la base ou c'est le restaurateur qui s'est permis des choses? Parce que ça aussi, c'est un débat. Un débat, c'est le débat qu'on trouve aussi chez les traducteurs. Il faut, par exemple, Robert Picot, il pensait qu'il donnait la vie éternelle aux hommes. Donc pour lui, il les sauvait. Enfin, vous voyez, c'est comme un dieu, quoi. Il disait, avec moi, les œuvres ont la vie éternelle. Grâce à ma technique, les œuvres ont la vie éternelle. Donc, non, c'est vrai, c'est une question intéressante, effectivement, où est le technicien, où est l'artiste, et est-ce qu'en fait les deux sont pas, est-ce que la frontière n'est pas plus poreuse qu'on ne pense? Là, vous avez évoqué les traducteurs, mais on pourrait aussi évoquer quelque chose, la musique, parce qu'il y a celui qui écrit la chanson et le chanteur. Et Oui, souvent, bien sûr. quand on a le texte, on se dit, bon, on oublie complètement celui qui l'a écrit, et c'est le chanteur qui est mis en avant.
Donc c'est tout vrai. ça, c'est un gros débat et moi, je trouve que en fait, il est captivant votre roman parce qu'il nous emmène dans un monde qui est pour nous inconnu, c'est-à-dire le monde de la restauration qui est quand même un petit milieu, le monde de l'art c'est quand même un peu confidentiel par moment et puis on se dit ben, c'est pas pour nous l'art. Mais en fait non, vous nous amenez à un truc universel et on se retrouve et surtout j'ai envie de dire que vous avez une écriture qui est délicate et très élégante et du coup on rentre dedans et on a envie de savoir ce qui va se passer parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué le personnage d'Homero, et lui, il est un peu fantasque. Lui, je crois que c'est mon personnage préféré, parce que moi, j'ai éclaté de rire hein, quand vous avez décrit des scènes, parce qu'il est danseur un peu frustré. Donc lui, il est Oui. technicien de surface, et le soir, quand le Louvre est fermé, il danse autour des statues et des œuvres d'art avec sa balayeuse. Comment Ouais. vous avez eu cette idée? Elle m'est venue très vite, en fait, hein. Je me suis dit, à partir du moment où j'ai un Aurélien, il faut que j'ai un Homero, parce que sinon, je vais faire pour le coup, sinon, j'ai un seul point de vue, qui est ce point de vue conservateur, et c'était pas possible. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir. Donc, donc voilà, il me fallait absolument ce contrepoint. Et alors, je vais vous dire un truc, c'est que moi, je crois à ces personnages-là. Je pense qu'ils existent. Internet nous prouve d'ailleurs qu'ils existent. On voit souvent des vidéos de gens qui dansent incroyablement bien dans des endroits complètement incongrus ou des endroits du quotidien. Et il y a ça. Peut-être que si on était plus libre, si on était moins conscient du regard des autres, peut-être qu'on s'autoriserait plus ça. J'aime cette idée. J'aime cette idée que l'expression d'un amour ou d'un intérêt pour l'art puisse s'exprimer autrement que par une contemplation silencieuse. Je trouve que c'est intéressant qu'il danse, qu'il essaye de rentrer, de faire revivre ces statues en fait avec par la danse et par le mime aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que par son biais, la régisseuse qui a la responsabilité de Hélène, qui a la responsabilité de ces statues, eh bien, elle redécouvre ses œuvres. Elle se dit, mais il lui offre un nouveau regard sur ses œuvres qu'elle connaît, sur ses collections. Il les rend vivantes, quelque part. Il les rend vivantes. Plus Ouais. accessible, effectivement. Exactement. Et ça, c'est une question aussi, parce que l'art, l'art doit être vivant, en fait. C'est aussi comme ça qu'on se met à sa portée ou qu'on l'amène à notre portée. Et c'est important euh, qu'on puisse interagir aussi avec lui. Et ça pose en fait la véritable question du livre, une autre question du livre, c'est la question de la rencontre avec l'homme. Est-ce que euh, c'est ça que ça dit? Vous savez, en ouverture du livre, il y a une citation de Vincent de Levin, qui est le mari de la Joconde dans la vie réelle. Et Vincent de Levin, il dit, la Joconde est condamnée à ne plus jamais être observée comme elle devait être, c'est-à-dire dans un tête-à-tête. C'est ça, il ne faut pas oublier que ces œuvres, au départ, elles ont été peintes À une époque. à une époque où elles étaient destinées à être vues que par quelques-uns pour leurs commanditaires, ou elles étaient faites pour être affichées pour être, pardon, présentées dans des églises, mais on pouvait à peine les voir à la lumière vacillante des cierges. Et il y a une forme d'incongruité, même si on peut que se réjouir que ce soit accessible au plus grand nombre, il y a une forme d'incongruité à les montrer de cette manière-là. Et c'est vrai que peut-être que la situation idéale pour rentrer en contact avec une œuvre, c'est le tête-à-tête, c'est d'être seul avec elle, voilà, dans cette espèce d'intimité, dans le silence, dans l'intimité, euh, seul, quoi, dans la solitude. Ça rejoint la citation que vous avez mise de Pierre Soulages qui dit que la peinture, ça ne se regarde pas, ça se fréquente. Ah, j'adore cette citation. C'est Ouais, j'adore, parce que c'est ça, ça se fréquente, ça invite justement à, à voir les œuvres autrement, à interagir avec elles autrement. Est-ce que vous pensez que quand on rentre dans un musée, le temps s'arrête? Je pense que oui, je pense que ça suspend, ça fait partie des lieux qui suspendent le temps et on a besoin de ces moments-là. Pour réfléchir, enfin, quand j'ai besoin de réfléchir, etc., ça m'arrive d'aller dans un musée, et même si je passe rapidement, moi j'ai un rythme de visite assez rapide, je dois dire. Enfin, voilà, je vais assez vite, et puis quand il y a quelque chose qui m'interpelle, je peux rester un peu plus longtemps, mais je m'impose pas un rythme méthodique comme ça. Et c'est vrai que c'est des endroits où on peut se recueillir d'une certaine façon. On peut rentrer en soi, dans les pensées. Et comme vous l'avez très bien dit, les œuvres sont des miroirs, donc ça nous renvoie aussi à nous-mêmes, à nos vies, à nos aspirations. Ouais. J'ai envie de dire que la grande question, quand on referme votre livre, c'est quel regard porte-t-on sur le monde, en fait? C'est ça. Oui, je crois que c'est important de le dire parce que c'est vraiment
effectivement, c'est un livre qui dépeint le monde du musée, mais je pense qu'il dépasse largement le cadre des œuvres d'art, quoi. Ça aurait pu être un autre univers, en fait. C'est la question du changement, c'est la question du regard. Euh, c'est un livre qui invite, j'espère, à voir la beauté où elle se trouve. La beauté, ça peut être au volant d'une autolaveuse, qui est peut-être, si je vous dis autolaveuse, vous n'allez peut-être pas forcément penser à une scène d'extase. Non. Euh, ouais, vous voyez. Enfin, Mais maintenant, oui. Maintenant que je vous ai lu, oui. c'est ça qui est magnifique, en fait. C'est ça qui est magnifique, c'est que la beauté, elle est partout. Moi, ce qui fait mon bonheur dans la vie, c'est ça, moi, à titre personnel. Hein. C'est quand je surprends ces scènes-là dans le quotidien, c'est des choses qui me plaisent énormément. C'est ça qui rend la vie belle. Des gens qui arrivent à transcender leur environnement. Justement, après vous avoir lu, je suis allée comme tout le monde au supermarché, et il y avait justement un technicien avec sa machine. Et je me suis dit, est-ce que lui, le soir, il danse dans les rayons? Voilà, je me suis posé la question, mais je ne Ah me la oui, serais voilà. jamais posée si je ne l'avais pas lu votre roman avant. J'aurais dit, ouais, voilà, il a laissé sa machine là, ouais, c'est un peu agaçant, mais bon. Moi, je voudrais qu'on revienne sur Daphné, parce que Daphné, c'est la modernité. Oui, Elle est très marketing. Elle a très bien compris que ce qu'était le récit, elle se raconte en images, qu'il fallait oui. raconter les choses. Et justement, par ce biais-là, vous nous expliquez un peu comment la culture et l'art s'est transformé en industrie. Oui. Ça, c'est important aussi. Bah, Daphné, en fait, elle applique, elle vient je crois, de l'hôtellerie. Enfin bon, elle a un parcours comme ça, et puis tout d'un coup, elle arrive au musée, à la direction de la communication, où elle fait on peut dire un carton, parce qu'elle comprend très vite le besoin qu'ont les gens de se raconter. Elle comprend en fait aussi que le musée, au-delà d'être un endroit où on admire les œuvres, c'est aussi un décor pour se mettre en scène. Ça, c'est vrai que c'est une aspiration. Il y a beaucoup de gens qui vont au musée comme ils iraient dans un café à la mode ou pour se prendre en photo. Euh, Ceci dit, je veux juste nuancer par rapport aux selfies parce que moi, à titre personnel, par exemple, je fais beaucoup de photos des œuvres. Ça m'aide à m'en souvenir. Et j'aime photographier des détails, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, sur la Joconde, par exemple, quand les visiteurs attendent comme ça pendant aussi longtemps devant cette œuvre et qu'ils la voient à 6 mètres, qu'elle est si petite, si loin, si verte, euh, qu'est-ce qu'il leur reste en fait à part se retourner et faire un selfie? Je comprends très bien. C'est vraiment comment dire, c'est la marque d'un désenchantement. Voilà. Donc, et je comprends très bien qu'il fasse ça. Je ne suis pas critique par rapport à ça. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a beaucoup que le musée, ça fait partie. C'est aussi un endroit pour se mettre en valeur. Et elle le comprend très bien. Elle joue dessus. Elle fait en sorte que. Enfin voilà, elle connaît une ascension fulgurante. Et puis jusqu'à ce qu'elle soit nommée présidente. Et c'est aussi ce que raconte le livre, c'est qu'en fait, dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, on arrive à cette confrontation entre le monde de la communication, de l'image, à laquelle moi je participe, hein, je fais partie de cette industrie-là, et le monde de la scientifique, des experts. Et nécessairement, à un moment, il y a une collision entre ces deux mondes, parce qu'ils ne veulent pas les mêmes choses. Donc Daphné, elle incarne ça, elle incarne l'efficacité marketing, elle incarne aussi cette nouvelle façon de faire qui voudrait aussi que l'on dirige les grandes institutions comme, comme des startups. Hein. Et ce qu'on appelle le New Public Management, donc derrière ce mot anglais un peu savant, c'est l'idée de se dire, ben, le Louvre, ça doit être conduit, dirigé comme comme une entreprise super dynamique, etc. Mais ce n'est pas exactement la même chose. La mission n'est pas la même. Donc, donc voilà. Puis je parle aussi des cabinets de conseil qui l'entourent. Néanmoins, je veux juste dire ça, c'est que je pense que toutes les personnes sont complexes et Daphné, elle a aussi sa complexité. Déjà, elle a ce sourire, un peu cette espèce de. Ce On imagine sourire. très bien. On imagine très bien, Daphné. Je ne sais pas pourquoi. On voit très bien à quoi elle ressemble. Mais tous d'ailleurs. Oui, oui, alors elle a un sourire, en fait, on lui prête, elle est fondamentalement bienveillante et je pense que le lecteur est invité à questionner véritablement sa bienveillance. Est-ce qu'elle est sincère ou pas? Mais elle est peut-être sincère. J'aime l'idée qu'elle est peut-être sincère, même si elle est redoutablement efficace, pragmatique, elle est incroyable justement pour manipuler les gens et leur faire voilà.
elle a peut-être cette espèce de complexité. Et puis on s'en rend compte à un moment, il y a une scène avec Homero dans le silence du musée où elle se découvre aussi un peu plus. Donc, euh, donc voilà. C'était compliqué de se mettre dans la peau d'une femme ou pas? Pas d'un personnage comme Daphné, non. Euh, non, mais par contre, c'est ce qui est compliqué en littérature, ce qui est important, c'est d'aller toujours au-delà de l'archétype, quoi, de les déminer. J'avais créé une première version où c'était vraiment le diable s'habille en Prada, Daphné, c'était Anna Wintour. Ça allait pas du tout. Je pouvais pas écrire ça, c'était pas bien en fait. Donc j'ai repris complètement le personnage en lui apportant de la complexité, en lui apportant cette espèce de justement de part aussi. J'ai- J'aime l'idée qu'elle est pieds nus dans son bureau, quand on décrit sa famille sur la photo, finalement c'est une famille très normale. Euh, les, enfin, voilà, cette histoire, justement, cette espèce de parenthèse avec Homero. Et, elle la raconte aussi dans son intimité. C'est important, en fait, d'aller chercher la singularité du personnage. Et ça le rend plus universel aussi, je crois. Vous avez contre les colonnes de Buren, vous ne les aimez pas? Ah, je crois que je les aime. Non, vous m'avez fait beaucoup rire quand vous avez dit que Ah, c'était je le crois meilleur que je les terrain aime. de jeu pour jouer à chat perché. Je me suis dit, Ah bah tiens, soit oui. il les aime pas, soit je me suis dit, parce que très controversé aussi les colonnes de Très Buren. controversé, comme paye. Non, non, justement, je les aime, et je les aime encore plus parce que c'est le meilleur terrain de chat perché au monde. Et, euh, et, et, et voilà. Euh, D'ailleurs, Aurélien, il dit que quand il les voit dans la lumière matinale, il dit qu'il se sent plus tout à fait capable de les détester comme avant. C'est ça qui est intéressant avec Aurélien, c'est qu'il est toujours en train, finalement, le chemin qu'il fait vers le beau, enfin, comment dire, vers une espèce de rénovation de son regard, se fait comme ça par petites touches, et petit à petit, il se met à aimer des choses qu'il était censé ne pas aimer. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman? Comment vous êtes passé à la littérature? Alors, plusieurs choses. Déjà, donc, si la question par rapport au grand thème, qui est ce thème du changement, ce thème, en fait, un, peut-être un des passages avec lequel j'ai le plus d'interaction dans le livre, c'est cet extrait qui s'appelle Lâcher la rampe, c'est ce chapitre. Ce moment, en fait, où on se dit, tiens, là je comprends plus très bien le monde. Alors, le monde, ça peut être son secteur d'activité, ça peut être plein de choses, ça peut être la société, etc. Moi, je travaille dans la mode, où je peux vous dire que la mode, ça va très, très vite, et que la longévité dans la mode, c'est pas la même que dans un musée. Donc, c'est-à-dire qu'à 35 ans, on commence déjà à être ancien. Et, euh, et je me disais, mais je me posais cette question, j'avais un vertige par rapport à toutes ces images que je créais. Je me disais, mais à quoi ça sert de créer autant d'images, parfois pour des budgets importants, et qui disparaissent si vite, qui sont si, finalement, j'en ai l'impression d'alimenter un gouffre sans fond, quoi. Donc j'avais ce sentiment de vertige, ce sentiment peut-être un peu de décalage à un moment. Et je crois que j'ai voulu le traiter dans un autre univers, mais c'est quelque chose que j'ai été à un moment. Une partie de moi a été Aurélien, et en même temps j'ai une autre partie qui est aussi qui est très. Et c'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime le monde tel qu'il est. Je ne suis pas du tout réfractaire à la modernité, au contraire. Donc voilà, mais en fait, j'avais ce dilemme en moi. Et donc je l'ai, le roman, c'est génial pour ça parce qu'on peut se fragmenter. On peut dire voilà, ma part progressiste, je la mets là, ma part conservatrice, je la mets là, ma part voilà, et puis on crée des personnages comme ça. Euh, voilà, principalement. J'avais autre chose pour l'autre raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce roman. Ah oui, au départ, c'était pour un scénario. Ça, c'est assez intéressant parce que ça explique peut-être sur le rythme de chapitres courts comme ça, et puis aussi que par certains aspects, il est visuel. Oui. Euh, Mon idée au départ, c'était d'en faire un scénario. Puis assez vite, je me suis dit, mais en faire un film, ça va prendre des années. Euh, et ça va être très très compliqué, ça a très peu de chances d'aboutir. Est-ce que finalement, est-ce que je peux pas commencer à l'écrire, quoi. Et quand j'ai commencé à l'écrire, c'était incroyable, c'est-à-dire que j'avais le film, mais un film génial. C'est quoi la force de la littérature selon vous? Bah, la force de la littérature, c'est de vivre des vies qu'on n'a pas, qu'on ne vivra pas, clairement. C'est en fait, ça permet de gagner de l'expérience des autres sans prendre
sans assumer tous les risques dans le confort de son canapé. Ça, c'est une grande force de la littérature. Je pense aussi que ça nous permet aussi de réfléchir sur soi, sur le monde. Moi, j'aime la littérature contemporaine pour ça, parce qu'elle me donne un éclairage sur le monde dans lequel je vis. Et ce dont on a parlé, de la nuance, je pense que ça remet du gris entre le blanc et le noir, la littérature. Et je crois que c'est fondamental. Et c'est fondamental aujourd'hui. C'est fondamental aujourd'hui de travailler la nuance. L'homme est complexe. Et voilà, et on peut penser A et faire B. Enfin, et c'est là où est notre richesse, en fait. La richesse de l'homme, c'est là-dedans. On n'est pas des robots, c'est qu'on n'est pas des robots. On est bourré de contradictions. Et on a des aspirations et on agit complètement autrement. Donc voilà. Donc je pense que la littérature, elle permet de mettre en lumière ça. Et puis ensuite, elle peut aussi donner de l'espoir parce qu'elle raconte aussi des trajectoires de changement. Elle raconte des gens qui arrivent à dépasser leur peur, à dépasser leurs craintes, à dépasser leur nature, quelque part. Et donc ça c'est aussi important. Ce sont des exemples. Alors vous êtes directeur artistique, vous avez l'habitude des images. Ouais. Ces images. Là, on est dans les mots. C'est quoi qui est plus facile à manier, les mots ou les images? Je vais faire un parallèle peut-être. En photographie, la manière dont je fonctionne, quand je fais des photos, je fais des photos, je shoot, puis à un moment, j'ai une image. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai une photo parmi toutes les photos que j'ai prises qui n'est pas seulement une photo, qui est une histoire, qui raconte quelque chose. Parfois, c'est rien. Vous savez, vous faites des photos de portraits, vous pouvez faire, je sais pas, 100 photos, et sur une photo, la même personne, le même cadrage, tout est pareil, mais le regard raconte quelque chose. Là, vous avez une image. En littérature, il y a ça. En littérature, vous écrivez, mais c'est comme ça. Moi, j'ai un procédé très impressionniste. C'est-à-dire que j'écris, et ce que j'écris, c'est vraiment moche. Je vous dis entre nous. Le premier jet est vraiment moche, et puis je reviens, je relis, et j'enlève, et je garde ce qui est un peu mieux, et ainsi de suite, je repasse comme ça. Et à un moment, ça y est, j'ai un paragraphe qui dit quelque chose, qui contient une émotion, qui m'emmène. C'est important aussi, qui avance. Et voilà. Et puis, je passe au suivant. Donc, il y a ça aussi dans cette question. Je pense qu'il faut beaucoup travailler. Enfin, moi, en tout cas, je suis laborieux. Donc, je dois beaucoup travailler pour avoir le résultat escompté. Et puis, à un moment, il y a une forme d'évidence où je me dis, là, j'ai l'idée, j'ai ce que je veux dire, j'ai l'émotion, c'est la bonne manière. Mais par exemple, il y a des scènes, notamment la scène d'introduction avec la danseuse devant la Joconde, je l'ai réécrit 10 fois. J'ai écrit avec un homme au départ, puis j'ai écrit sur une femme, puis cette idée de l'hermine, etc. Enfin, voilà, je suis quelqu'un de... C'est fastidieux, quoi, je dois dire que... Vous avez allégé, vous aussi. Ah oui, Vous avez allégé l'encre, vous avez allégé... Ouais, j'ai allégé. Ouais, j'ai coupé des parties, notamment c'est des parties sur le monde des images qui étaient plus de l'ordre de l'essai, moi qui m'intéressait beaucoup, mais je voyais bien que ça allait un peu plomber peut-être la dynamique. Donc voilà. Non, Par rapport aux images, je pense avoir la même préoccupation qu'Aurélien, c'est-à-dire que moi très tôt j'ai aimé les images et j'ai pensé, quand j'étais jeune, je pensais que je pourrais toutes les voir. Je me suis dit que je pourrais voir toutes les images du monde. Puis après, arrivé Internet. Et ceci dit, même avant Internet, j'aurais évidemment pas pu voir toutes les images du monde. Mais j'avais cette croyance-là que c'était possible, quoi. Donc je regardais les magazines de manière compulsive, les livres, etc. J'étais très... c'était une consommation un peu frénétique comme ça, quoi. Il y a des questions qui sont arrivées et il y en a une de Magali qui demande comment on éduque son regard à la beauté et à l'art. Alors là, il y a un peu deux choses. Comment on l'éduque? On vient un peu sur le débat, est-ce qu'il faut connaître pour aimer ou est-ce qu'on peut juste... Bon, déjà, il y a des œuvres, on l'a dit, où tout d'un coup, elles nous parlent. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Si elles nous parlent, on peut essayer de se renseigner, de comprendre.
c'est vrai que j'ai remarqué quelque chose. Le fait d'avoir beaucoup travaillé sur ce sujet de la peinture de la Renaissance, et évidemment Léonard, mais Léonard je connaissais un peu, mais Andrea del Sarto, Pontormo par exemple, c'était une vraie découverte, Pontormo. Et bien le fait de connaître un petit peu, de connaître l'histoire, tout d'un coup, on, ça décuple quand même le plaisir qu'on a à voir ces œuvres. Et, euh, et moi, ce qui m'a beaucoup, moi, mon biais, enfin, la manière dont je rentre dans les œuvres, c'était beaucoup avec Vasari. Vasari, il a écrit la vie des plus grands peintres et artistes de son temps, donc c'est toute la Renaissance, hein. Il y a Michel-Ange, Raphaël, Donatello, jusqu'à Pontormo, les maniéristes, etc. Et bien, de connaître leur personnalité, d'imaginer ce qu'ils étaient, leur caractère, s'ils étaient taciturnes, généreux. Del Sarto, il était un petit peu, par exemple, il était très amoureux de sa femme, qui certainement le manipulait un peu. Et tout ça, c'est très intéressant. Ça donne aussi, ça permet aussi de dire, de comprendre l'artiste derrière l'œuvre, et ça donne une, une meilleure vision de l'œuvre, en fait, de son art. Donc, effectivement, euh, lire des histoires liées aux artistes qu'on aime, je pense que c'est un bon moyen. Il y a Florence qui demande, aimerais-tu qu'il soit adapté au cinéma? Ah, j'en rêve. J'en rêve, non, sérieusement, j'en rêve. J'en rêve. J'en rêve parce que c'était vraiment mon. Si ça arrivait, ça pourrait arriver. Si ça arrivait, ça voudrait dire que la boucle est bouclée, quoi, et que cette histoire que j'ai imaginée pour le cinéma, au tout départ, ce film, voilà, arrive vraiment, ce serait génial. Oui, puis en plus, il y aurait un réalisateur qui aurait un autre regard sur votre roman, il ferait une adaptation peut-être, et Ouais, ça, oui, la boucle serait complètement bouclée parce qu'il y a le restaurateur dans votre ouais, livre. Là, il y aurait un réalisateur qui viendrait en plus mettre, lui, sa bien patte. sûr, bien sûr, bien sûr. Avec différents. Je pense que c'est un livre qui propose différentes grilles d'interprétation. Et donc, oui, voilà, ça c'est une question aussi, effectivement. Plusieurs grilles d'interprétation, mais j'ai envie de dire qu'il y a une analyse très fine de la place de l'art et du changement quand même, hein. C'est pas Oui, du évident. changement. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la nostalgie. Et pour moi, c'est aussi une question très importante. Moi, je crois avoir. Voilà, ce que je pense, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant la nostalgie, qu'on en reçoit plus ou moins en héritage. Et ça, c'est vraiment ce sont nos natures, en fait. Euh, je peux plus dire, avec la même éducation, par exemple, moi, j'ai un petit frère, je pense qu'il n'est pas aussi nostalgique que je pourrais l'être, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment, c'est une question de. Et donc, cette nostalgie, à la fois, c'est un refuge pour l'imaginaire, c'est extraordinaire, tout ce qu'on peut sortir de la nostalgie en termes d'émotions, des émotions très fortes. Et en même temps, c'est aussi un fardeau. Et ça parle de ça aussi, ce livre, du fardeau que peut être la nostalgie. Voilà. Et comment arriver, non pas à s'en défaire, parce que il ne faut pas complètement s'en défaire, ça fait partie de nous de toute façon, mais à l'apprivoiser, à la laisser à une place où on peut, à la garder à la juste distance. Il ne faut pas que la nostalgie rende amère ou rende passéiste, etc. Voilà. Alors, elle, Hélène, elle voudrait savoir quel regard avez-vous sur l'évolution des musées. On a vu dernièrement Beyoncé au Louvre. Que pensez-vous de l'évolution? Donc, ça rejoint un peu ce que Daphné veut faire Ouais. dans le livre. Moi, j'ai un regard qui est assez pragmatique. C'est-à-dire que je comprends, par exemple, le clip de Beyoncé et Jay-Z au Louvre. Déjà, je trouve que les images sont très puissantes. Elles sont vraiment incroyables. Et elles m'ont donné envie d'aller revoir certaines œuvres. Euh, et donc, je pense qu'effectivement, ça peut amener dans les musées des gens qui spontanément n'iraient pas dans les musées. Pour ça, c'est très bénéfique. Ce qu'il faut pas, ce que j'aime moins, par exemple, c'est les partenariats purement commerciaux, typiquement avec une marque de jeans japonais très, très célèbre. Ça, je trouve que c'est un peu dommage, franchement. Euh, c'est un peu dommage. Mais des collaborations artistiques, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique, m'intéressent. Parce qu'il y a un regard, parce qu'il y a un parti pris. Et le temps qui accélère tout, justement, est-ce qu'on peut aller contre ça? Honnêtement, honnêtement, moi, je crois pas. Je crois pas. Donc, il faut arriver à se faire son affaire de ça, du temps. Euh, alors, est-ce qu'on peut aller contre? À titre personnel, oui, bien sûr. On peut prendre du temps pour soi. On peut prendre. Il faut d'ailleurs. Il faut se dire quand même qu'en face, comment dire, que les meilleures intelligences de la planète travaillent sur des applications qui sont faites pour nous voler du temps, hein. Ça, c'est très important. Les TikTok, etc. Et c'est vraiment, c'est les plus grands cerveaux du monde qui sont
qui sont à pied d'œuvre pour nous capter. Donc, et il faut résister, je suis d'accord. Mais si la question est plus large au sens de la marche du monde, je pense qu'on ne peut pas être contre la marche du monde. On ne peut pas s'y opposer frontalement. Il faut trouver son chemin. On peut ne pas être d'accord, bien sûr, mais il faut arriver à rester dans le mouvement. Il faut arriver à rester dans le mouvement. Et c'est ça qui est difficile, en fait. Mais c'est un peu la problématique d'Aurélien. Laura évoque la collection chez Stock, Une nuit au musée, où un auteur Magnifique. est enfermé dans un musée. Vous, si vous aviez la possibilité d'être enfermé dans un musée, ça serait lequel? Ah, c'est une très, très belle question. Et, bon, là, le Louvre, évidemment, mais il y a le couvent San Marco à Florence. D'ailleurs, Jean-Baptiste Andrea, il imagine une très belle scène dans Veiller sur elle, euh, parce que c'est là où il y a tous les frères angélicaux. Donc, ça pourrait être une bonne idée, ça. Mais les offices aussi, j'aime énormément les offices. Il y a Botticelli aux offices, c'est sublime. Léonard, par exemple. Lucie, elle demande, quand on écrit un livre aussi multiple, à la fois roman, documentaire et thriller, quelles sont les inspirations littéraires? Ça, c'est une très bonne question. Euh, c'est une bonne question. Alors, moi, je dois dire, même si c'est un peu compliqué aujourd'hui, peut-être de parler de lui, mais en même temps, euh, par exemple, La carte et territoire de Michel Houellebecq m'a fait découvrir William Morris. Je connaissais pas William Morris, ce peintre, enfin cet illustrateur, mais c'est bien plus qu'un illustrateur, c'est un visionnaire qui voulait aussi révolutionner le monde du travail et, euh, et voilà, du 19e. J'aime, c'est vrai, dans le cadre d'un roman, qui a une profondeur romanesque, apprendre des choses. Donc ça a été effectivement peut-être une inspiration du roman La carte du territoire. Et j'aime cette littérature-là qui m'ouvre sur des univers inconnus. J'aime aussi énormément Emmanuel Carrère, j'aime Jean-Philippe Toussaint, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Zweig aussi, je crois que vous avez une affection Zweig, particulière. voilà, alors justement, si c'est la question, on parlait de ça, je l'ai trouvé, celui-ci, parce que je Ça, crois c'est que votre conseil de lecture, ça? voilà, ce serait le conseil de lecture. Alors, peut-être Hier. Le monde d'hier, si je trouve ça éblouissant, parce que c'est effectivement quelqu'un qui se retourne en arrière et qui dit, qui parle en fait, comment dire, qui éprouve sa nostalgie. Évidemment, le monde, ce que vit Stefan Zweig à ce moment-là, c'est terrible parce que c'est la montée du nazisme et, et il est en exil et la société, pour le coup, a complètement changé. Mais même dans les premières pages où il parle de Vienne, de la manière dont la société viennoise de son enfance est différente de celle de ses parents, c'est très beau, tout ce qu'il dit. Et c'est à la fois nostalgique, mais il sait aussi reconnaître, et c'est ça qui est important, il sait reconnaître aussi les avantages de la modernité. Et notamment, par exemple, il parle, et il- comment dire, il trouve bon le fait que les jeunes peuvent aller plus simplement ensemble qu'avant, se rapprocher. Enfin, par certains aspects, il est très content du monde aussi dans lequel il a vécu. Il n'est pas uniquement nostalgique, c'est ça que je veux dire. Il est nuancé. J'aime beaucoup ce livre. C'est un grand livre sur la nostalgie, c'est un grand livre et puis sur cette période, et c'est le livre aussi d'un Européen, de quelqu'un qui avait vraiment une foi en l'Europe. Et voilà, avant les grands événements du XXe siècle. Alors Laura, elle a lu votre roman et elle demande, est-ce que au fond, il n'y aurait pas aussi la thématique de préserver le sens de la beauté à travers votre histoire? Oui, bien sûr, préserver le sens de la beauté. La seule chose qui est un peu compliquée, en fait, c'est dès lors qu'on projette dessus un espèce d'idéal académique, en fait. Parce que c'est ce que dit aussi le roman, c'est que le beau, il peut être partout, il est aussi dans le ballet d'une autolaveuse. Mais Mais c'est vrai que quand on est sensible à la beauté, on est heureux qu'elle soit protégée. On est heureux qu'elle soit mise en valeur. On est heureux qu'elle soit considérée, quoi. Moi, je suis souvent révolté, je dois dire, dans la vie de tous les jours par le peu de cas qu'on fait à l'esthétique des choses, quoi. Mais ça fait pas C'est d'usage. important pour l'esthétique, vous, ça change votre façon de vivre, vraiment? Ouais, ouais, c'est vrai. C'est Ah, pas. d'accord. Quoi?
Tout ce qu'on va publier, on va faire attention maintenant, hein. Non, 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 j'exagère, pas tant que ça, en vrai, on s'en fiche. Mais non, mais ça peut rendre heureux d'être. Moi, ça peut me rendre heureux de voir des belles choses. Mais encore une fois, hein, il n'est pas question d'académisme, etc. Ça peut être, c'est les belles choses de la vie, quoi. Mais oui, oui, bien sûr, c'est important pour moi. De toute façon, c'est très subjectif, hein, parce qu'on peut être 3000 devant un tableau, il y en a 10 qui vont le trouver, mais immonde. Certains qui vont trouver ça, mais une œuvre d'art gigantesque, c'est vraiment très. C'est comme la lecture, hein, c'est comme la Bien littérature. sûr. Et heureusement que ça l'est. Heureusement que c'est subjectif. Là, vous avez donné un conseil de lecture, mais je rappelle que sur le site lecteur.com, donc vous avez donné une liste de 10 romans ou 10 livres de votre bibliothèque idéale. Donc, je conseille à nos amis auditeurs d'aller faire un tour parce que c'est toujours intéressant de voir quand un auteur donne des références, ça indique un peu ses influences littéraires. Vous êtes un gros lecteur, vous lisez quoi en ce moment? Alors, j'ai lu dernièrement, j'ai lu Laure Murat, Proust, roman familial. J'ai beaucoup aimé ce texte, où elle interroge, où elle dit comment Proust, d'une certaine manière, l'a aidé à s'émanciper de son milieu et aussi à affirmer son homosexualité dans sa famille. Et c'est un très beau texte. Et c'est aussi un texte d'admiration sur l'œuvre de Proust. Et ça m'a vraiment donné envie de lire parce que j'avoue que je fais partie des gens qui ont abandonné plusieurs fois la recherche. Donc, ça m'a motivé. Alors, vous avez parlé d'esthétisme. Il y a Claude qui se demande est-ce que parfois vous choisissez des livres pour leur couverture et la beauté de leur couverture, uniquement pour ça? Ah ouais. Non, quand même pas jusque-là. Quand même pas jusque-là. Mais j'aime beaucoup les collections. En fait, quand on a une couverture illustrée, c'est plus difficile, je trouve. J'aime beaucoup les collections blanches pour ça, parce que ça ne rentre pas en ligne de compte. Mais voilà. Mais ceci dit, quand il y a une belle couverture, ça, oui, ça participe. Est-ce que vous avez vu la collection de Monsieur Toussaint Louverture, les Blackwater, et là dernièrement les Aiguilles d'Or, qui sont des couvertures Ah oui, sublimes. Je sais pas si vous oui, les avez. oui, c'est très beau. C'est vrai, c'est vrai. Et là, pour l'instant, on a l'impression qu'on a un retour vers le passé, parce que quand on regarde les Nelson, alors ça parle à des gens qui sont encore plus vieux que moi, que nous deux, les couvertures avant étaient très très belles. Là, on est revenu à des couvertures un peu simplistes, mais c'est vrai qu'avant, les livres étaient reliés, ils étaient en Oui, cuir c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. et tout ça. Ouais, Est-ce ouais, non, non. qu'on peut revenir? Ce que j'aime moins, c'est les couvertures plastifiées avec les photos de ça. J'aime bien les illustrations en couverture. J'aime bien les. Voilà. Mais tout ça, c'est personnel. Mais les Américains, ils font des couvertures qui sont très imagées. Et Et c'est vraiment très spécifique à la France. C'est une collection de littérature blanche comme la NRF ou Minuit, comme ça. est-ce que vous trouvez que le Mais en visuel, même temps, ça donne aussi de l'ampleur au titre. Vous voyez. ouais. Vous trouvez que parfois le visuel fausse l'achat du livre, fausse le. Ouais, ouais, ouais. J'ai un exemple d'un livre que j'ai aimé, Connemara de Nicolas Mathieu. La couve n'est pas très belle, je suis d'accord. Oui, la photo, elle m'entraîne dans un autre univers qui est pas à la hauteur du texte, je crois. Ou du titre, parce que finalement, Ou du titre, en on a fait, tout dans pardon. la tête, la chanson de Ouais, Sardou. ouais, ouais, On allait voir un lac, ouais. ça c'est sûr, mais bon, forcément Ouais. non. Mais alors que moi, à l'inverse de vous, plus la couverture est intrigante et plus elle est dérangeante, plus j'ai envie d'aller lire le livre, moi, par contre. Euh, oui, 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 ça joue aussi. Ça joue aussi. C'est un parti pris. Pour moi, c'était une difficulté, en fait. Véritablement, c'était une difficulté, cette histoire de couverture. Et finalement, je suis content je suis très content du résultat. Mais ça a été, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que c'était, effectivement, il faut en dire pas trop. Euh, il faut être évoqué sans en dire trop, sans, voilà. Et comme je suis sensible sur ces questions-là, je l'ai pris au sérieux. Alors, est-ce que vous êtes prêt à endosser le rôle de juré l'année prochaine pour le prix Orange? Ouais, je sais pas. Euh, Je sais pas parce que je parle très, très mal des livres des autres. Enfin, je trouve qu'il y a des gens qui sont très, très bons chroniqueurs. Je suis très surpris par le talent des, des, des lecteurs qui arrivent à sublimer en fait le ressenti. Et c'est un vrai talent. Et moi, je considère, je suis pas certain de l'avoir. Donc, je sais pas si je saurais dire pourquoi un livre me plaît, pourquoi un livre. Voilà, je l'éprouve, hein, véritablement. J'ai des vraies convictions littéraires et tout ça.
mais je ne sais pas si je saurais les défendre avec. Enfin, on va voir, on va essayer. Vous pouvez toujours vous exprimer avec des photos ou si vous savez dessiner, Oui, dessiner. Parce que c'est plus facile pour vous. Donc, oui, oui, peut-être, peut-être, après, peut-être. je pense que quand on aime un livre, ben, nous, libraires, quand on aime un livre, on le défend avec le cœur. Donc, on n'a pas forcément les bons mots, hein, on Oui, n'est pas dans la rhétorique. Mais quand on veut absolument défendre un livre, on trouve toujours les mots, je pense. oui, peut-être, peut-être. Peut-être qu'ensuite, c'est une histoire de conviction qui ressort. Oui, oui, c'est vrai, c'est l'enthousiasme. Donc, non, mais je suis très, très curieux, en tout cas. En tout Très, cas, très... nous, on est ravis de vous avoir eu ce soir pour développer, parce qu'on vous avait eu le 15 mai, mais vous étiez très nombreux, vous étiez 5 Ah oui, oui, finalistes, donc c'est on bien. avait Enfin, très vite. Là, on a essayé de développer un maximum. J'espère que j'étais à la hauteur de votre très beau roman que je remonte. Il est là, L'allègement des vernis. Donc, il est sur toutes les tables. Donc, il a le bandeau. Alors, après, quand on a 10 prix, est-ce qu'on a tous les prix mentionnés sur un bandeau? oh non, parce qu'il y a des... il y a- Non, mais je sais, en fait, on devrait. Mais il y a des prix peut-être plus importants d'autres que d'autres, donc il y a une espèce de hiérarchie comme ça. Donc, qui est, je ne sais pas si elle a vraiment lieu d'être d'ailleurs, parce que tous les prix sont importants, on l'a dit tout à l'heure. Tous les prix sont importants, surtout les prix de libraire, les prix de jury indépendants, ça a beaucoup de valeur aussi. Voilà, loin des contingences parisiennes du milieu de l'édition. Et donc, chaque prix fait vraiment plaisir. C'est pour ça que le prix Orange est très important et beau parce Et qu'il y le a prix, oui. des Ah oui. lecteurs qui vous, même s'il y a des professionnels et des Non, non-professionnels ouais. qui vous choisissent pour la finale, après, c'est les lecteurs qui ont le dernier mot. Et moi, je suis ravie qu'ils aient eu ce dernier mot. Donc, c'est aussi mon conseil de lecture. En tout cas, avant de vous donner le mot de la fin, nous, on se retrouvera mercredi prochain avec un livre de la rentrée. On retrouvera Émilie Fraîche avec Les Amants de Lutétia. Très bien. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il est sublime ce livre qui est paru aux éditions Albin Michel. Donc, Paul, je vous laisse le mot de la fin. J'avais complètement, je ne m'y attendais plus au mot de la fin, mais alors c'est pas grave, je vais improviser, je vais vous dire peut-être ça pourrait être entraînons notre regard à voir la beauté du monde présent. Voilà. Si, voilà. Ça me paraît bien, c'est un bon programme. Magnifique. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation encore avec ce roman parce que ça va continuer. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt, j'espère.